Bonjour, bonsoir, d'après où vous êtes, au nom de deux unions, la USG et la USG, et bienvenue aussi de la part de la Commission de sauvegarde de deux unions. Comme vous savez, aujourd'hui, et le sujet, c'est la sauvegarde dans la formation. Et clairement, c'est un sujet qui nous intéresse à beaucoup de personnes. On est déjà 400 participants en ce moment-ci et probablement il y en aura d'autres qui vont arriver encore. Donc, on est très content de voir qu'il qu'il y a un intérêt dans la sauvegarde, dans la formation. On a eu une rencontre il y a quelques semaines pour créer une commission pour les deux unions et il y a eu beaucoup d'intérêt. Donc, merci beaucoup d'être ici. Bienvenue. Et on va commencer par un moment de prière. Donc, si vous pouviez vous arrêter d'envoyer des messages dans le chat, la conversation, ça va nous aider. Antoine Casindo est ici. Donc, on va commencer avec un moment de prière. De nouveau, on vous demande de vous arrêter d'envoyer les messages pour ne pas nous distraire. Je vais partager mon écran. Je vais lire lentement et nous allons prier ensemble pour toutes les personnes qui ont été victimes d'un abus, pour ceux qui ont commis un abus. Et nous prions, nous tous, les uns pour les autres. Et les techniciens demandent d'élargir l'écran. Voilà. Donc, on va prier. Dieu, Père d'amour, nous venons à toi en sachant que tu, tu aimes tous les êtres et tu connais tous les êtres d'un amour inconditionnel. Nous te confions ceux qui sont vulnérables et qui ont besoin de protection. Donne-leur ta sécurité, confort et paix. Nous crions vers toi pour tous ceux qui souffrent et dont la confiance a été brisée. Donne-leur ta guérison, ta restauration et justice. Nous te présentons tous ceux qui cherchent à pardonner aux autres qui les ont blessés. Donne-leur ta force, ton courage et espoir. Pour ceux qui ont fait trébucher les personnes vulnérables,
Amène-les à rechercher ton pardon et à entrer dans un vrai repentir. Merci à tous ceux qui consacrent leur temps, les connaissances et les compétences pour la réalisation d'un projet des communautés plus sûres. Accorde-leur ta sagesse, conseil et grâce. Pour nous-mêmes, nous te demandons de nous donner ton cœur pour les personnes à l'égard des personnes vulnérables, opprimées, les sans-voix, les oubliés. Aide-nous à les voir comme tu les vois, à les apprécier et à les nourrir et les protéger comme tu le souhaites. Aide chacun de nous à jouer son rôle dans la création de lieux plus sûrs pour pour tout le monde. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, merci de nouveau d'être ici cet après-midi. On est 450 à ce moment-ci. Maintenant, j'invite Tiziane qui va faciliter la rencontre. Merci, Tiziana, et les membres de la commission de sauvegarde de deux unions des supérieurs généraux et générales. Voilà, bienvenue de ma part et on vous remercie vraiment de votre intérêt que vous avez montré à l'égard de ces sujets tellement délicats. Sans doute, le désir de tous, c'est de créer des contextes sûrs pour nos jeunes en formation, pour qu'ils soient au centre, parce que la formation est un temps de beaucoup d'enthousiasme, de confiance à l'égard des personnes qui sont responsables de les accompagner dans la formation. Et c'est pourquoi ils ont besoin de trouver des contextes cohérents avec ce qui leur est proposé et stable. Cette stabilité qui permet à chaque personne de grandir avec, en sérénité, mais avec un travail, évidemment, dans sa relation avec Dieu et avec les autres en ces débuts de leur vie religieuse. Lorsque nous avons commencé à travailler avec notre commission pour préparer ces webinaires, il y avait tellement de possibilités, de perspectives à choisir. Et donc, nous nous sommes demandé quels étaient vos intérêts, sachant que ceci pourrait être un début et qu'on pourrait continuer avec d'autres webinaires pour prendre en considération d'autres aspects, parce que nous savons que d'un point de vue systémique, il y a tellement de pressions dans le temps, la période de la formation, déjà dans le domaine de la formation. Déjà, on a beaucoup moins de vocations. Donc, il y a une pression sur les formateurs, sur les supérieurs, parce que il y a la préoccupation de garantir un avenir et pour continuer avec nos œuvres. Il y a aussi une distance générationnelle qui nous sépare mm, par rapport à tous ceux qui, par exemple, souhaitent garder la tradition. En même temps, il y a un chemin de l'Église qui nous donne, qui nous présente de nouveaux défis. Et il y a aussi
la dimension des relations qui est essentielle. Finalement, on a choisi de donner la parole à deux formateurs, commencer avec eux, avec leur expérience, les écouter et ensuite donner la parole à Brendan, notre expert. Et ensuite, il y aura la possibilité d'échanger et avoir un dialogue. Ça, c'est un peu notre projet pour ces heures de webinaire, ces 3 heures de webinaire. Si ça va pour vous, on va présenter à Antoine Katindou, qui est un frère mariste du Rwanda. Antoine a fait sa première profession en 1987 à Nyangezi, dans la République démocratique du Congo. Après sa formation initiale, il a continué ses études dans l'Institut de psychologie de la Grégorienne à Rome. Il a participé à plusieurs expériences et programmes de formation à Montréal, à Québec, Irlande, et depuis le mois d'août 2023, il est le formateur, le maître de novices en Haïti. Et c'est pourquoi nous allons écouter Antoine en remerciant tout ce qu'il voudra nous partager. Antoine essaye en ce moment-ci de nous joindre, donc peut-être il vaut mieux commencer avec Valkyria. Voilà. Donc, on a déjà présenté Antoine, maintenant on va présenter Valkyria. Attendez que je change ma feuille. Voilà. Voilà. Sœur Valkyria de Jesus Araujo est née au Brésil, à Bahia, et les filles du Sacré-Cœur de Jésus, un institut fondé à Bergamo, en Italie. Il a étudié les sciences religieuses à Bergamo, où il a vécu pendant 7 ans, et il va parler en italien. Il a fait les cours pour les formateurs auprès des Salésiens à Rome et l'école pour formateurs à San Paolo, qui est rattachée à la grégorienne. Elle est maîtresse de novices depuis 7 ans et, entre-temps, il prête aussi son service comme conseiller provincial et il enseigne la théologie dans le séminaire diocésain de Maceió, Alagoas, au Brésil. Et j'imagine que dans son temps libre, elle aide à la paroisse dans la formation des laïcs, dans la formation biblique. Bienvenue, Valkyria. La parole est à toi. Bonjour à tout le monde, bonsoir. Je voudrais partager mon expérience en relation aux abus dans le contexte de formation. Je vais essayer d'être bref dans ma présentation. Pour moi, il est important de parler de cette question car souvent elle a été considérée comme un tabou, même dans ma culture brésilienne, comme quelque chose qui est nié ou réprimé. Parmi nous, les formateurs, lors de nos réunions novitaires, c'est une réunion de formation
intercongrégationnelle pour les jeunes en formation. Nous parlons beaucoup des abus et des relations dans lesquelles il y a des formes d'abus. J'entends par abus le fait que dans une relation, l'une des deux personnes franchit une limite qui peut être physique, verbale ou gestuelle. Lorsque j'étais formande, on ne parlait pas d'abus dans le contexte de la formation de la vie religieuse, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce n'était pas un sujet courant, même si on entendait parler des formateurs ayant des attitudes violentes ou autoritaires. Mais aujourd'hui, c'est différent. Les attitudes violentes et autoritaires ne caractérisent pas une personne engagée dans la formation. Aujourd'hui, la relation tend à être moins asymétrique grâce à la possibilité de donner un espace pour une réponse à un même niveau, d'égal-égal. Je voudrais vous parler de ce qui se passe dans ma congrégation aujourd'hui. Dans l'étape du postulat, les jeunes femmes sont invitées à suivre une thérapie psychologique comme un outil pour les aider à identifier et à traiter certaines lacunes dans la dimension humaine. Dans l'étape du noviciat, la dynamique est différente et suit l'objectif spécifique de cette étape. La jeune ne suit plus une thérapie, mais l'abus subi dans l'enfance ou l'adolescence, ce sont des blessures qui ne guérissent pas rapidement. Cela exige du temps. L'accompagnement psychospirituel est un outil qui aide la personne à faire la synthèse entre le travail thérapeutique du professionnel et sa propre vie spirituelle. C'est ce que nous offrons pendant le noviciat. Il y a donc un pas important à franchir pour la personne qui a subi un abus. Il passe de l'excuse à l'agresseur et du sentiment de culpabilité à la reconnaissance du statut de victime de la situation et enfin à la résignation et à la résilience. Bien sûr, ce processus ne se fait pas à 2 ans de noviciat, mais il peut se poursuivre longtemps. Et puis, dans le futur, si nécessaire, reprendre la thérapie. Le rôle des formateurs ici est très délicat car nous sommes appelés à accompagner, à respecter les temps des personnes, mais aussi à donner un avis à un moment donné, une date qui dépend des constitutions. Dans les cas des jeunes en formation, les questions culturelles, leur niveau d'éducation peuvent conduire à des relations abusives ou même au harcèlement. Cela va dépendre de leur niveau de maturité. Je pense à la situation dans laquelle une jeune commence un processus de formation en tant qu'adulte et a déjà acquis une expérience professionnelle et de travail à un certain niveau. Et cela crée une différence culturelle par rapport aux autres et favorise chez elle peut-être une attitude de supériorité dans des moments de conversation commune au point de prendre la place aux autres jeunes et presque forcer la formatrice à s'adapter uniquement à ses besoins. La formatrice doit être attentive et prendre une position
pour que la maturité, pour que toutes puissent atteindre une maturité. Sur la question de l'homosexualité, je voudrais parler juste un peu, c'est un sujet assez sensible. Je voudrais partager une expérience personnelle dans le contexte de la formation. C'est juste une petite expérience. Je me suis sentie une fois mal à l'aise lorsque, à la fin de l'entretien, une formande m'a embrassé, m'a serré dans les bras d'une manière étrange et j'ai senti que ce n'était pas une étreinte normale, même si nous, Brésiliens, nous, on est expressifs. Et j'ai commencé à éviter de nous embrasser, l'étreinte à la fin de l'entretien, mais je n'avais pas pensé à l'homosexualité. La jeune avait beaucoup de conflits personnels qui n'étaient pas résolus. Finalement, on lui a demandé de retourner dans sa famille, pas à cause de cet événement, mais par d'autres conflits. Mais ensuite, j'ai appris qu'elle elle s'était mise en couple avec une autre jeune fille. Une question finale que je voudrais vous laisser. Je comprends que les abus se produisent lorsqu'une personne est dans une situation de vulnérabilité vis-à-vis d'une autre, qu'il s'agisse d'une supérieure, d'un membre ou bien quelqu'un qui est dans la formation. Mais lorsque l'abus s'est produit de la part de la personne qui est en formation par les moyens des agressions verbales ou des gestes, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui peut traiter ces cas? Est-il reconnu comme un abus ou n'est-il n'est-il défini comme tel seulement si c'est la jeune information qui le subit? Il y a beaucoup de questions qui habitent nos cœurs et le cœur d'un formateur, formatrice et mon cœur. Donc, je remercie cette opportunité de discuter ensemble et de nous aider à réfléchir ensemble sur la formation. Merci. Merci, Valkyria, et bon travail, sans doute à toi. Émilie, est-ce que tu peux me confirmer si Antoine est connecté? Oui, je vois qu'il est là, mais je vois qu'il n'a pas le son. Peut-être il essaye de connecter les sons. Bon, peut-être on peut continuer avec Brendan. Je vois qu'il est ici, mais qu'il n'est pas parlé. Il ne peut pas parler. C'est des choses qui arrivent. Oui, même un formateur. Donc, Brendan, est-ce que tu serais d'accord de continuer? Oui, il est toujours prêt. Donc, je vais te présenter Brendan. Donc, Brendan Geary, lui aussi, il est membre de notre commission pour la sauvegarde. Il est un psychologue et accompagnateur. Il est né en Écosse, Glasgow. Il est entré chez les frères maristes en 1975. Après les études universitaires, il a eu des expériences d'enseignement
des groupes. Il a écrit 4 livres. Il a écrit de nombreux articles sur l'abus sexuel, le harcèlement, la sexualité, la spiritualité et le développement humain. Il a été aussi le provincial et il a été impliqué dans beaucoup d'initiatives à niveau international sur la formation et le domaine de la sauvegarde. Donc, on est très content d'avoir avec nous Brendan qui va partager un peu de sa sagesse. Merci, Brendan. La parole est à toi. Merci, Titiana, tu es très généreuse. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous voyez mon écran? Oui. Je peux partager mon écran. Voilà. Voilà. Merci. Donc, je suis très contente de voir la quantité de personnes qui participent à cette présentation et cela montre l'importance de ces sujets. Et je vous remercie d'être ici. Cette photo nous montre un frère mariste qui était en formation quand j'étais en Afrique. Ce que je voudrais faire, c'est parler des formes d'abus qu'on trouve dans les maisons de formation. Et en suivant ce que Titiana nous disait, pour aider à créer une culture où l'on soit sensible ou aux formes de manque de sauvegarde. Je vous demande si je serai trop long. Comme forme d'abus, il y a l'abus des pouvoirs, l'abus spirituel, l'infantilisation, l'abus sexuel et l'accompagnement. Ce qui est le plus évident, c'est que les formateurs ont plus de pouvoir que les jeunes qui viennent pour être formés. Fondamentalement, nous sommes les gardiens de la vocation des jeunes. Cela nous donne un pouvoir et cela crée un contexte où les jeunes peut-être ont peur et de dire certaines choses qui fassent qu'ils ne soient pas acceptés. J'étais conscient de cela et euh, en même temps, la formation exige une ouverture, mais nous prenons des décisions qui mm, peuvent les aider ou pas les aider. Je connais des histoires où il y a des jeunes qui ont été manipulés. Une situation que j'ai connue en Afrique, un formateur qui a poussé un jeune à un abus sexuel en disant, j'ai le pouvoir ici et je peux prendre des décisions qui vont affecter ton avenir. Une des questions que nous pouvons nous poser, c'est l'âge des jeunes qui peuvent entrer dans. Comme vous savez, la commission française qui a travaillé sur les abus sexuels dans l'Église de France et qui a produit un rapport avec beaucoup de cas. Et la plupart des personnes étaient entre les 20 ans et les 25 ans. Ils sont des adultes, mais cela ne signifie pas qu'ils ne soient pas vulnérables encore.
Une autre question dont Sœur Valkyria nous a parlé, est-ce qu'ils ont une expérience préalable d'indépendance comme jeunes adultes? Quand j'étais au Cameroun, la- nous suivions une politique de ne pas accepter les jeunes tout de suite après l'école. Ils devaient aller à l'université ou bien faire une année de travail après l'école ou avec la famille. Et après, on a changé et cela a été très positif. Il y a un jeune qui voulait entrer à 18 ans. Il a travaillé pendant un an comme professeur et quand il est revenu, je lui ai demandé comment il se sentait. Il, et il m'a dit que maintenant, il se sentait beaucoup plus adulte, que cette année l'avait aidé pour son indépendance, sa maturité. J'écris ici conformité appropriée, conformité et contrôle. Si quelqu'un veut entrer dans la vie religieuse, il doit se conformer à notre vie. Donc, ça, c'est la conformité. Mais nous voulons qu'ils vivent une obéissance pour qu'ils puissent vivre dans la euh, conformité, mais pas vivre dans le contrôle. Il y a un sociologue qui s'appelle Goffman qui parle d'institution totale. Je vais le lire parce que c'est important. Une institution totale est un système social fermé dans lequel la vie est organisée et régie par des normes, des règles, des horaires stricts. Et ce qui se passe, tout ce qui se passe est déterminé par une autorité unique dont la volonté est exécutée par le personnel chargé de faire respecter les règles. Les institutions totales sont séparées de la société en général par la distance, les lois, les protections autour de leur propriété et les personnes qui vivent sont généralement semblables les unes aux autres d'une manière ou d'une autre. La participation à une institution totale peut être volontaire ou involontaire, mais dans tous les cas, une fois qu'une personne a rejoint une institution, elle doit suivre les règles et passer par un processus d'abandon de son identité pour adopter une nouvelle identité qui lui est donnée par l'institution. Il faut un processus pour s'adapter, ça c'est normal, mais il faut le faire d'une telle manière que la personne n'est, de ne pas enlever la liberté à la personne. Récemment, j'ai trouvé ce texte de Linda Woodhead, qui est professeure à Londres, et qui nous dit que sous couvert des soins pastoraux et des conseils spirituels, le personnel avait le droit de, d'examiner l'âme de ce qui s'est préparé à l'ordination et de porter des jugements souvent tranchants. Certains candidats ne faisaient pas ce qui était bien et d'autres pouvaient le faire. Il n'y avait pas de normes ou organes efficaces auxquels faire, auxquels faire appel. Parfois, on juge des personnes et on considère que tout ce qu'ils font, c'est incorrect. Et alors, le système devient glissant et effrayant.
Je voudrais parler maintenant d'abus spirituel, qui est un terme un peu plus nouveau. La sœur Catherine, qui était présidente de la conférence religieuse allemande, et nous dit que c'est un terme générique qui couvre l'abus émotionnel, l'abus de pouvoir dans le contexte de la vie religieuse, y compris l'accompagnement, la direction spirituelle et dans les communautés. Lorsque la foi et les concepts religieux sont employés pour contrôler les comportements des membres d'une manière malsaine et préjudicielle à leur bien-être humain et spirituel. Par- On parle parfois de la militarisation de la foi et on pratique un contrôle d'une manière qui n'est pas saine. Il- C'est normal dans la formation qu'il doit avoir une adaptation à un nouveau système, mais sans que la personne perde son bien-être, sa liberté. L'abus spirituel, le comportement malsain n'a- n'atteint pas nécessairement le seuil pénal. En cas de coercion et de contrôle, le contrôle vient par l'approbation ou la désapprobation. Ils peuvent avoir des comportements humiliants et un refus de reconnaître les torts. Les gens les jeunes veulent être ensemble. Il est difficile parfois de nommer qu'il y a un abus spirituel, mais on voit que cela affecte la maturité et la liberté. Et cela était partie de la vie religieuse dans le passé et peut-être dans le présent. C'est la confusion entre promouvoir l'humilité et le fait d'humilier. L'humilité est une vertu chrétienne, mais humilier, ça va contre nos valeurs. Les préférences ethniques et nationales aussi peuvent jouer en tout cela et aussi réduire au silence la pensée indépendante. Parfois, il y a des jeunes qui critiquent tout, mais pour les jeunes, il doit avoir une possibilité de s'ouvrir à de nouvelles idées et une- il faut, tout ceci peut envahir, tout ce qui peut envahir leur vie de prière et empêcher la croissance spirituelle, c'est une forme d'abus. Quand j'ai commencé à travailler sur tout ceci, j'ai commencé à parler de théologie appauvrie. Par exemple, il ne peut pas avoir une théologie sans le service, l'humilité, la renonce à soi-même. Mais il y a des manières de le faire d'une manière pas correcte. Le service est très bon, mais si on manipule une personne pour qu'elle soit au service, cela va affecter leur vie et la qualité de vie. L'humilité, c'est la même chose. On peut presser les autres, on peut abuser les autres, et on peut appeler cela humilité. Et la renonce à soi-même aussi, ça fait partie de notre théologie, la renonce de Jésus qui a renoncé à son être Dieu. Mais un maître de novice, parfois, quand il dit que Dieu demande à ceux qu'il aime de souffrir, ce n'est pas exact. Dieu ne veut pas la souffrance inutile.
Parfois, on, d'autres phrases qu'on a dit, ne pleure pas, cela rend Jésus malheureux, mais c'est comme contrôler une personne qui voulait exprimer une émotion. Je suis conscient aussi du danger des spiritualités perfectionnistes, surtout si quand on ne donne pas la place à l'humanité. Comme dit la lettre aux Hébreux, en fait, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compartir nos faiblesses, mais nous avons un grand prêtre qui a été tenté comme nous. Il faut comprendre la faiblesse humaine. Maintenant, on va parler des abus sexuels. Là, des dernières années, nous sommes beaucoup plus conscients des abus sexuels auprès des, des religieuses ou même aussi des religieux. Sœur Maura O'Donoghue, en 1994, a écrit un article pour parler justement des abus auprès des religieuses. Mais rien n'a été fait avec ce rapport. John Allen a écrit, un Américain, a écrit un article important en 2001 sur un problème important dans les maisons de formation. C'était beaucoup plus connu il y a 5 ans. Il y a aussi des histoires des abus des jeunes hommes, hein. Et vous avez ici le nom de quelques cardinaux, aussi des histoires qui nous viennent d'Argentine, du Chili, du France, des États-Unis, Kenya, et pas seulement des missionnaires, mais des personnes du pays. Ça, c'est une réalité. Il faut préparer les jeunes pour savoir que ça peut arriver et qu'ils soient préparés s'ils sont si, au cas où ils arrivent à être des victimes. C'est une vidéo que je voudrais vous montrer qui, qui a été préparée par un groupe qui s'appelle Le Voix de la Voix et ça peut être employé comme un matériel pour voir quand il y a un signal d'alarme pour qu'elle soit attentive. Être une sœur est une expérience merveilleuse, mais elles peuvent être confrontées aux mêmes défis que les autres. Les sœurs peuvent avoir l'expérience des abus sexuels. D'après une étude de 1998, 30% des sœurs interrogées avaient subi une ou plusieurs formes d'abus sexuels, le plus souvent de la part des prêtres, mais parfois de la part de personnes extérieures ou même d'autres sœurs. Donc, vous devez savoir quels sont les signaux d'alarme à surveiller. L'abus sexuel est généralement un processus progressif. Il commence par un manque de respect des limites, mais ce manque de respect peut provenir d'une personne ou être une attitude généralisée. Quand une sœur n'est pas capable de dire je ne veux pas ça, ça c'est un signal d'alarme. Un environnement comme tel vous rend vulnérable à toutes sortes d'abus. Lorsque la sexualité est abordée sans être invitée, il s'agit également d'un signal d'alarme. En particulier, cela produit une situation individuelle où quand cela se passe dans un contexte d'une retraite ou de confession, si votre confesseur vous pose des questions de nature sexuelle, cela ne peut pas se passer. Et si cela se passe, vous devez dénoncer. Lorsque vous travaillez pour un prêtre, soyez conscient que ce qui fait partie de votre travail et ce qui ne fait pas partie de votre travail.
Les faveurs sexuelles ne font pas d'aucun genre, ne font pas partie de votre travail. S'il exige d'une manière ou d'une autre, cela est une raison valable de les signaler. Il est important de savoir que c'est la personne qui a commencé le contact qui est le coupable, surtout si c'est les supérieurs. C'est ça la personne à blâmer. Les sœurs qui sont forcées à accomplir des actes sexuels ne sont pas coupables. S'il n'y a pas eu de consentement, elle n'est pas responsable. Il a besoin du soutien des supérieurs de la communauté pour faire face au traumatisme, pour recevoir une thérapie et dénoncer l'agresseur. Cependant, toutes les congrégations ne sont pas disposées à aider à la sœur traumatisée. Certaines ont peur de l'agresseur, voire son complice. Cela peut avoir des effets dévastateurs. Mais comment savoir si votre communauté l'a fait? Nous vous suggérons d'aborder cette question dès le début de votre formation. Si vous parlez à vos supérieurs et à vos consoeurs, s'il s'avère qu'elles ne sont pas prêtes à traiter ces questions, ça c'est un signal d'alarme. Cependant, si votre communauté est consciente et est prête à protéger ses comportements, vous avez la meilleure protection que- qui soit. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais dire. Au mois d'avril, j'étais à Nairobi et on a traité cette question et cette question était très importante. Il, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on ne parle pas de cela, mais si on accepte que les jeunes qui viennent nous joindre sont des adultes, il faut traiter tous les sujets, surtout pour qu'ils soient préparés pour faire face à ces situations. C'est passé dans la direction spirituelle et l'accompagnement. Pour moi, une relation saine, c'est là où les personnes peuvent grandir. Au Cameroun, quelqu'un qui m'a dit, Brendan, je ne suis pas prêt, j'ai besoin de rencontrer ma famille et on est resté en contact. Et quand il est entré, il était beaucoup plus libre. S'il avait fait une année auparavant, il n'aurait pas été aussi libre. Mais il peut avoir des relations qui ne sont pas saines. Une sœur qui m'a dit qu'elle est entrée à 20 ans et, et 2 ans après les noviciats, j'étais beaucoup moins mûre que je l'étais quand je suis entrée. Donc, il y a des gens qui commencent à se comporter comme des enfants parce qu'ils sont traités comme des enfants. Ce qui est important, c'est de tenir compte des personnalités charismatiques. Parfois, on passe beaucoup de temps avec ces personnes. Ce genre de personnes demandent une ouverture totale qui rend vulnérables les autres et commence à dire des choses, comme par exemple, tu dois apprendre l'obéissance et l'humilité, fais ce que je te dis. J'ai connu un jeune, hein, et son directeur spirituel a pris l'a invité à partager des vacances, a eu des comportements pas appropriés. Il lui a dit, mieux vaut aimer que de ne pas aimer, comme pour justifier ce comportement.
Il faut être très attentif aussi à ne pas créer des contextes d'infantilisation. Un bénédictin disait que l'abus spirituel, c'est forcer à l'immaturité les personnes qui demandent permission ou autorisation pour les plus petites choses. Je me souviens, après un cours, un séminaire, quelqu'un qui m'a dit, j'ai besoin de quitter parce que je, je suis ici dans un contexte d'infantilisation. Un ami qui est devenu prêtre et, et l'ancien, il était avec un groupe et quand l'ancien curé est venu, tout le monde est resté en silence. Et je me suis dit, qu'est-ce que, on s'est comporté comme des adolescents. Et un autre ami qui m'a dit que quand il était novice, sa mère est décédée, mais la maîtresse des novices a lu la lettre, pardon, avant qu'elle la reçoive. Et c'était très dur pour elle. Une autre chose, c'est le déni du droit d'être soi-même, le conformisme abrutissant. Quand on dit que quelqu'un doit être mature pour être une novice ou bien un séminariste, on doit les traiter comme des adultes. Et souvent, on crée dans nos maisons de formation une culture pour des adolescents. D- Souvent, on parle des filles ou des garçons. On devrait les appeler des jeunes femmes, jeunes hommes. Une autre question importante, c'est la question des frontières, des limites dans la formation. Dans la formation, il y a des rôles multiples, le formateur, les membres de la communauté, le, les groupes de la liturgie, le chœur, etc. Et c'est la même personne qui peut avoir beaucoup de rôles. Mais il faut être très clair sur le rôle et il faut l'expliquer avec gentillesse. Et il faut montrer le respect à tout moment et éviter le sarcasme et le surnom, les noms pour se moquer, etc. Un professeur euh, parlait beaucoup de la fidélité au rôle et que les gens devaient comprendre bien quand on changeait de rôle. Une question essentielle pour moi, c'est que nous, comme formateurs, nous devons avoir une relation amicale, mais on n'est pas des amis avec ceux qui sont en formation. On est des ambassadeurs de l'hospitalité communautaire tout en conservant l'identité des membres de la communauté. Il faut bien éclairer cela. J'étais dans un séminaire en Angleterre. Il y avait beaucoup de chambres et j'ai proposé que chacun ait euh, une chambre à coucher et un bureau. C'était une manière de les préparer à, pour vivre dans la paroisse où ils auraient un bureau. Je ne dis pas que dans le séminaire, tout le monde doit avoir deux chambres, mais c'est dire être préparé à avoir un espace personnel et un espace de travail. Parfois, il y a
une sorte de flou par rapport à nos rôles. Donc, au fur et à mesure que les besoins personnels et les attachements se renforcent, le formateur peut commencer à perdre la clarté de son rôle. Par exemple, le désir d'un formateur d'avoir une relation étroite avec un jeune peut le conduire à devenir trop protecteur. Mais un formateur qui se sent trop seul peut confondre la maturité, euh, l'admiration ou le désir d'un jeune en formation avec une relation plus étroite ou avec l'amour. Et il faut toujours avoir des conversations avec des adultes. Euh, Une question essentielle, c'est mon comportement euh, avec cette personne. Est-ce que c'est conforme à ma pratique pastorale habituelle ou est-ce que je fais les choses différemment? Je suis plus généreux, il y a plus de contact, plus de auto-révélation ou bien je suis plus critique. Il faut être sensible par rapport au comportement séducteur des autres. Quelqu'un qui m'a dit, quand on dit tout de suite, est-ce que tu veux être mon ami? Il faut faire attention et il faut toujours avoir des personnes qui aussi surveillent nos relations avec les personnes en formation. Ce qui est très important, c'est que dans la formation, les personnes doivent accepter les règles, les normes, les valeurs, mais il doit avoir un dialogue et une conversation. Et il doit avoir un espace, un marge pour la progression, pour le progrès. Il faut avoir une capacité d'ouverture, d'acceptation, d'écoute et d'intégration du retour des autres. Nous avons besoin des structures et des protocoles. Il, il y a une nécessité de limite et je pense qu'il faut l'expliquer aux jeunes en formation pour qu'on puisse parler de cela et qu'ils puissent dénoncer les cas échéants quand il y a des comportements pas corrects. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brendam. Tu as ouvert beaucoup de domaines et probablement il y aura des aspects qu'on va pouvoir approfondir et d'autres on pourra approfondir plus tard. Je voudrais comprendre maintenant si Antoine est prêt ou pas. On est content de t'avoir avec nous. Vous entendez, n'est-ce? Oui, oui. Donc, moi, je t'ai déjà présenté, Antoine. Donc, tu peux commencer avec ta présentation parce que moi, j'ai déjà dit. Oui, tu commences. Oui, merci. Euh, je vais partager mon expérience d'adulte dans le cadre de la formation, à la fois comme jeune en formation lorsque j'étais au noviciat et comme formateur, comme maître des novices. Mais je vais commencer mon partage en précisant ce que j'appelle les trois principales tâches de la formation qui s'appliquent aux formateurs et aux formatrices. La première tâche de la formation, selon moi, c'est d'offrir un contenu aux jeunes en formation, un programme bien précis à chaque étape de la formation, avec des objectifs bien précis et des moyens concrets pour les atteindre.
Et cela implique évidemment, suppose un horaire pour transmettre ces connaissances. La deuxième tâche qui est très importante, c'est proposer une manière d'être, un style de vie, un style d'entrer en relation et qui est évidemment consonant avec les valeurs de la nouvelle famille, ou encore créer une nouvelle mentalité dans la façon de voir les choses et de se donner, de faire et de s'impliquer dans les activités. Et la troisième tâche, c'est créer un espace vital dans lequel le contenu engage et passe de plus en plus dans la vie, donc sont internalisés. Et cet espace vital, pour moi, c'est un environnement approprié dans lequel la liberté et la dignité des personnes en formation sont reconnues. Et évidemment, quand on parle des abus, c'est lorsque la liberté et la dignité des personnes ne sont pas reconnues. Et dans cet environnement, la personne en formation peut décider les degrés d'ouverture dans le partage de ses expériences et sa participation libre et généreuse dans toutes les activités relatives à la formation. Mais aussi, les formateurs et formatrices détiennent ou exercent d'une manière particulière un certain pouvoir de coordination et de prise de décision. Un pouvoir qui n'est pas toujours facile à gérer adéquatement. Et quand ce pouvoir, justement, n'est pas bien géré, alors il en résulte des abus. Alors, j'ai choisi ce que j'appelle abus lorsque j'étais au noviciat. J'ai choisi des abus, ce que je peux appeler les plus évidents et peut-être les plus ridicules, si je peux appeler ça. La première expérience, c'est la manière dont nous prenions le petit déjeuner. Chaque matin, de lundi à vendredi, nous prenions le petit déjeuner en silence pendant que certains faisaient la lecture à tour de rôle. Un novice commençait la lecture et après lui, un deuxième le remplaçait et le troisième était toujours le maître des novices. Et alors celui-ci, pour manger très vite et tremper son pain dans le café, et après 3 bouchées, il avait déjà terminé son petit déjeuner. Et appelé le deuxième lecteur de lui remettre le livre pour continuer la lecture. Et lorsqu'il arrêtait la lecture, c'était le signe que de la fin du petit déjeuner. Nous trouvions cela ridicule, mais nous devions nous y conformer comme novices. Je me rappelle un novice très lent qui terminait à mettre la confiture sur le pain au moment où le maître des novices commençait déjà la lecture. Le deuxième type d'expérience ou la deuxième expérience, ça a été la décision d'élever les moutons au noviciat. Cette expérience nous a beaucoup marqué, puisque comme il n'y avait pas de place où mettre ces moutons, on les a mis dans un local près de la cuisine en face du réfectoire. Et malgré l'engagement et le dévouement du novice chargé de prendre soin des moutons, il y avait beaucoup de mouches au réfectoire et à la cuisine. Les novices qui mettaient les couverts sur la table a eu l'intuition, au réfectoire, a eu l'intuition de couvrir la table. Et pour le maître des novices, c'était une façon
de faire qui était propre aux riches. Probablement mécontent du fait que le novice continuait à couvrir la table, il attendait le début des repas pour faire des remarques, parfois sous forme des injures, hein, et cela nous rendait très mal à l'aise, hein, surtout des remarques de ce genre juste avant de prendre le repas. Finalement, un mouton est mort et les maîtres des novices voulaient qu'on le mange et nous sommes opposés à cela. Il a décidé de les donner aux travailleurs qui finalement ont été contents lorsqu'ils ont reçu ce mouton mort. Et je me rappelle qu'en accompagnement, j'ai risqué, je suis allé lui dire que donner ce mouton aux travailleurs était un manque de charité, puisque je voyais que ces travailleurs avaient une pauvreté que nous n'avions pas, nous. Au moins, nous avions la connaissance de savoir que manger ce type de viande était très dangereux pour la santé, mais eux ne savaient pas ça. Mais pour lui, seuls les riches pouvaient l'enterrer. Voilà donc les relais. Et la troisième expérience est celle de nous priver de manger des bananes. Lorsque nous avons bien entretenu notre bananeraie et que celui-ci a commencé à produire des régimes de bananes pour les desserts, il nous a demandé de ne manger que des goyaves comme dessert. Et il donnait les bananes aux enfants. Il a même utilisé un terme très fort, je veux vous faire manger les goyaves. Et en signe de révolte, même ceux qui aimaient manger les goyaves ne les prenaient pas à table. Ils allaient les prendre sur l'arbre et les manger en dehors des repas. Ça, ce sont les trois exemples très évidents et pour moi très stupides d'abus de pouvoir de la part du maître des novices. J'aurais pu donner d'autres, mais qui sont beaucoup plus sensibles, mais j'ai choisi ces trois. Et quant à mon expérience comme maître des novices, j'ai eu de la peine à penser à quel type d'expérience, puisqu'il y en avait beaucoup. D'abord, je vais me situer dans la formation. J'ai commencé comme maître des novices juste après mes études et je me suis retrouvé avec 22 novices, 14 en première et 8 en deuxième. Et de ces 22 novices, seuls 8 ont fait la première profession. Donc, et des 14 qui n'ont pas terminé leur noviciat, seuls 3 ont décidé eux-mêmes de quitter le noviciat. Vous comprenez déjà le problème, comment certains me voyaient comme un abuseur en quelque sorte, comme quelqu'un qui décidait, qui abusait de son pouvoir pour demander aux novices de quitter. Et en partie, je leur ai donné raison puisqu'ils ne pouvaient pas comprendre ce que je vivais. J'étais bien conscient que j'étais appelé à assurer ce que je peux appeler une double fidélité. D'abord, le respect de la personne, le jeune, qui a un projet de vocation, mais afin de l'aider à être fidèle à elle-même. Mais aussi le respect de la mission de l'Église, afin que tout projet de vocation soit un signe du salut offert au monde. Car chaque institut, chaque famille religieuse veut avoir un futur et cherche des personnes qui vont continuer la mission dans l'esprit
du fondateur ou de la fondatrice. Et je peux dire que c'était double fidélité exercée à moi et une tension permanente. Et surtout que parfois je me sentais seul à certaines occasions. Et au début de ma fonction comme maître des novices, j'ai reçu au noviciat un postulat très vulnérable. Alors, c'était un postulat n'était pas très jeune, il avait 31 ans. Il était sur le point de terminer ses études à l'université. Et voici ce qui s'est passé. Donc, ils sont arrivés pendant la nuit, autour de minuit, au noviciat, accompagnés par un frère qui était nommé au noviciat comme formateur. Et le lendemain, je me rappelle que j'étais parmi ceux qui sont allés les accueillir la nuit pour les servir. Et le lendemain, le postulat est allé dire au formateur qui les a accompagnés que je les chasserai du noviciat. Ah, et le formateur est venu me le dire. Alors j'étais confus puisque je me demandais que si j'avais fait un geste déplacé pendant la nuit, je ne voyais rien vraiment. Et comme je venais à peine de commencer, donc il ne pouvait pas se référer à ce que j'ai fait avant. Donc j'étais nouveau au noviciat. Alors ça m'a vraiment affecté. Mais aussi, ça m'a alerté sur la nécessité d'être attentif à mes rapports avec les jeunes en formation. Alors, comment j'ai géré cette situation? Je l'ai géré d'une manière très simple. L'ancien maître des novices, celui que j'ai remplacé, pour accepter d'être maître des novices, avait exigé que les autres formateurs puissent accompagner les novices. Et quand je suis arrivé là, de toute l'ancienne équipe, il restait un, et nous étions quatre, donc il y avait trois qui sont nouveaux. Et cet ancien avait accompagné deux novices qui entraient en deuxième. Alors, logiquement, je voyais que c'était à lui de continuer à les accompagner aussi en deuxième année. Et avec cette expérience de ces jeunes, alors, et l'arrivée aussi de notre formateur qui était maître du postulat, alors j'ai décidé de confier quelques novices à ces deux formateurs pour les accompagner. Alors, ils accompagnaient 6 novices pendant que j'accompagnais les restes, donc 16 novices. Et comme je voyais que ces jeunes déjà avaient peur de moi, alors j'ai pensé que c'était mieux que quelqu'un d'autre puisse l'accompagner. Alors j'ai demandé à un de ces deux frères de l'accompagner. Mais comme supérieur de communauté, ce que je n'accompagnais pas hebdomadairement, je les recevais une fois par mois pour qu'ils puissent raconter ce qu'ils veulent de ce qu'ils sont en train de vivre au noviciat. Le jeune est venu me dire, il m'a dit que je n'ai pas voulu l'accompagner puisque je ne l'aime pas. Et alors, avec le temps, je me suis rendu compte que ce jeune avait été traumatisé, sérieusement traumatisé par son père, de telle façon que quand il parlait de son père, il devenait comme un enfant de 4 ans presque. Et à la fin, on a trouvé qu'il ne pouvait pas, il n'était pas dans des conditions d'accueillir la formation et nous lui avons demandé de
de rentrer chez lui et de trouver une aide adéquate pour euh, suivre un accompagnement spécialisé chez lui. Alors, une autre expérience que j'aimerais peut-être ajouter, c'est l'expérience de douter et de sentir un malaise dans la prise de décision et du travail en équipe. Comme je l'ai dit au début, avec moi, comme maître de novices, beaucoup de novices n'arrivaient pas à la profession. Bon. Et j'étais mal à l'aise puisque c'est une situation qui n'est pas intéressante dans une maison de formation, puisque si il y a 8 novices qui commencent et il n'y a que 3 ou 4 qui terminent, c'est très difficile à gérer la vie communautaire. Il faut toujours, on est en train toujours de gérer les départs, de gérer en quelque sorte le deuil des pertes. Et c'est une situation inconfortable, mais par fidélité à ces deux, la double fidélité dont je parlais, j'arrivais à un moment où je sentais qu'il fallait prendre des décisions. Et même si beaucoup de confrères se lamentaient, je me rappelle une fois, on m'a demandé de m'expliquer devant l'Assemblée des frères. Et intérieurement, je sentais qu'ils avaient raison, mais même si moi-même, je disais, est-ce que où est Antoine dans dans ses décisions et est-ce que Jésus à ma place ferait la même chose? Et ces doutes, ces malaises planaient à moi, m'accompagner. Mais je n'ai pas changé d'avis, j'ai continué à faire la même chose, puisque j'étais convaincu que moi, personnellement, j'étais convaincu que c'était ce qu'il fallait faire, même si je vivais cette tension à moi. L'autre malaise, c'est un malaise dû au manque de confidentialité au sein de l'équipe. Ça, c'était vraiment regrettable. Bon, j'ai recevé des confidences en accompagnement, des confidences qui parlent de la relation des jeunes avec les confrères de l'équipe. Par exemple, un membre de l'équipe qui dit à un jeune qu'il a un problème de chasteté à cause de sa chemise rouge qu'il porte, et une chemise d'ailleurs qu'il a reçue en cadeau lors du stage. Ce sont les frères qui lui ont donné la chemise. Ou encore un novice, un formateur qui demande à un novice, le contraint presque d'aller en accompagnement chez lui. Ou un formateur qui demande, qui dit à un novice de faire attention, qu'après une évaluation de l'équipe qui va donner des conseils ou des remarques ou des mises en garde à un novice de faire attention sur certains points. Malaise puisque je ne pouvais pas parler aux formateurs. Ce sont des cas d'abus, mais difficiles à gérer, puisque si c'est confidentiel et si je dis, je ne pouvais pas dire aux personnes concernées puisque ça pouvait avoir des conséquences fâcheuses dans la relation avec les jeunes. Alors, pour conclure, je peux dire que dans la formation, pour prévenir de possibles abus, nous sommes invités à communiquer le plus fraternellement et le plus professionnellement possible. Alors, ce que nous pouvons faire, vraiment communiquer le plus fraternellement et le plus
professionnellement possible. Et nous sommes également appelés à reconnaître et à gérer adéquatement nos limites comme formateurs et formatrices, afin de donner le meilleur de nous-mêmes pour créer, assurer un environnement formatif. Et c'est de cette manière, comme formateurs et formatrices, que nous pouvons être des catalyseurs de croissance. Et de cette manière aussi que nous pouvons éviter ou que nous pouvons prévenir des abus dans la formation. Merci. Merci, Antoine, pour cet partage à tous les niveaux des formateurs qui ont été formés et qui ont des expériences. Et avec Sœur Valkyria, vous avez exprimé aussi les questions qui vous habitent parce que nous voulons tous faire le mieux, mais le chemin n'est pas toujours clair et cultiver, avoir des questions est une dimension très importante. Donc, je crois que nous et surtout les interprètes ont besoin d'une pause. Donc, voilà, il est 45. Donc, bienvenue de nouveau. Nous avons préparé deux questions que vous pouvez partager pour partager dans les groupes qu'on va former. La première question, c'est qu'est-ce qui vous a semblé le plus important dans les trois présentations concernant la protection dans la formation? La deuxième, quelles sont vos préoccupations concernant la mise en œuvre des politiques de protection dans les maisons de formation? Quand nous disons vos préoccupations, il faut avoir à l'esprit qu'ici, il y a des supérieurs généraux, des supérieurs générales, des délégués pour la protection des formateurs. Donc, évidemment, chacun va parler à partir de sa propre perspective. Maintenant, on va former les groupes par langue et nous aurons 30 minutes pour revenir ici à l'heure écart et ensuite on aura des questions ou de partage par langue pour donner un peu d'espace à toutes les sensibilités. Les questions maintenant ont été copiées, le texte est copié dans le chat ou conversation. Donc, je passe la parole à Gianluca. Je parle en italien. Pour les groupes, vous allez voir sur vos écrans, voilà, une fenêtre et vous devez répondre avec votre langue de participation au groupe. Voilà, vous êtes en train de répondre. Vous devez cliquer, dire quelle est votre langue.
Bienvenue. Le temps est toujours bref. Donc, on va faire comme ça. Nous, nous allons essayer de prendre vos questions d'après les langues. Il y a eu 23 groupes de langues anglais, 10 en espagnol, français, et italien, portugais. Donc, on a une demi-heure. On va écouter une personne par langue, mais entre-temps, si vous voulez euh, écrire dans le chat, dans la conversation, des questions ou des partages, vous pouvez les faire et on va aussi vous envoyer par la suite une feuille pour l'évaluation et vous pouvez aussi là nous partager vos réflexions. Donc, on va commencer avec une question ou un retour, un partage en anglais. Un groupe prend le micro et si c'est une question, vous dites à qui vous l'adressez. Je veux partager. Ça va? Trois choses de notre groupe pour synthétiser. La première, l'importance de la formation permanente. On continue pour les formateurs dans ce monde qui change, et ce domaine qui évolue beaucoup. Il faut beaucoup de formation pour créer des espaces sûrs. La deuxième, c'est l'importance de travailler en équipe, que personne dans la formation n'a toutes les ressources, la capacité, donc c'est important de travailler en équipe. Troisièmement, l'importance de l'ouverture à la formation et une supervision. On a dit qu'on a souvent plusieurs rôles. Établir les limites, parfois c'est difficile. Ce qu'on a dit sur et avoir une attitude amicale, mais ne pas être des amis. Donc, il est important d'avoir toujours une supervision. C'est les trois points qui nous ont semblé essentiels pour synthétiser. Je les laisse là. Merci beaucoup. On peut écouter aussi Suzanne, puisque les groupes anglais sont nombreux. Et ensuite, on va passer à quelqu'un en espagnol. Donc, Suzanne, merci. Nous avons parlé sur les besoins des exemples de protocoles de protection. Il y a beaucoup des groupes qui n'ont pas un protocole écrit. Parfois, il y en a verbal, mais s'il y avait un modèle ou un exemple d'un protocole, ça pourrait aider plusieurs congrégations. Et aussi, une question sur comment travailler avec des novices qui viennent des régions de conflits où l'expérience de la violence dans la société est est très difficile. Et donc, comment travailler dans les novices dans ce contexte? Merci. Merci beaucoup, Suzanne. Donc, on recueille les questions et ensuite on va donner la parole à nos experts. Pour l'espagnol, Nardi, nous avons trois points. D'abord, l'abus qui est réel et est souvent en relation à l'abus du pouvoir et qu'il faut être conscient du fait qu'on peut employer le pouvoir
à l'égard de jeunes en formation, de- ce qu'on a dit ensuite sur l'infantilisation, on a parlé sur la possibilité de ne pas avoir une compréhension claire de l'obéissance et l'abus en employant notre connaissance, notre expérience et voir les formant de, comme des enfants et entrer dans un processus d'infantilisation et on voit un effet négatif du processus ou destructif, que ce soit d'un frère ou d'un sœur. Ensuite, sur les limites, il est possible d'avoir des abus de pouvoir et donc l'obéissance, il faut employer l'obéissance, il faut avoir clair les limites pour que dans la maison de formation, nous puissions tous grandir bien. Ça, c'est sur le point clé. Je pense qu'ensuite, on va partager sur les préoccupations. Ça, je vais les partager plus tard. Mais pour moi, les préoccupations ou les sujets qui nous concernent, c'est ça. Il y a Gloria qui va parler en espagnol, n'est-ce pas? Oui, bonsoir. Nous avons parlé dans les groupes de l'importance de créer une culture dans laquelle nous puissions entrer tous et avoir valeur et courage pour parler, même si la situation ne semble pas grave. Et nous avons beaucoup parlé sur l'importance de la formation, une formation qui permette d'avoir des dialogues clairs et l'importance de former les consciences. Nous avons aussi parlé de ne pas parler seulement des abus sexuels et reconnaître aussi tous les genres d'abus. Plus ou moins, ça c'est la réponse à la première question. L'italien paraît qu'il y a eu deux traductions en italien, ça ne suffit avec une. Ensuite, nous allons donner la parole aux Français. Français, qui veut parler en français? D'elle? Oui, c'est moi. D'elle, c'est un ordinateur. OK. Qui va parler en français? Oui, c'est moi. Qui, qui va parler en français? Carmenta. Voilà, Carmeneta. Ah. Oui, oui. Alors, OK, je peux commencer? Oui, oui. Dans mon équipe, on avait vu des points très, très importants. C'est d'offrir un programme, ou du moins avec un contenu, des objectifs, des moyens concrets pour aider les jeunes, et puis aussi le style de vie, des façons de faire, d'impliquer la jeune ou le jeune dans sa formation, et puis créer un environnement pour que la jeune ou le jeune puisse grandir, s'épanouir. L'autre question, on avait vu l'importance du travail en équipe aussi. Et puis, très, très important d'avertir tôt, ou du moins d'aviser le jeune concernant les abus sexuels ou bien toute forme d'abus, toutes sortes d'abus. À ce moment-là, le jeune ne va pas se scandaliser quand ça va arriver. Et puis, on avait dit qu'il faut éviter aussi de traiter les jeunes comme des enfants parce qu'ils vont développer des aptitudes d'enfants à chaque fois. On a parlé aussi de la thérapie psychologique dès le pré-noviciat et si le besoin se fait sentir, on peut continuer dans les autres étapes. La dernière chose qu'on a trouvée très, très importante, c'est parfois, il y a le côté culturel qui porte les jeunes ou bien les personnes à ne pas s'ouvrir ou bien de ne pas parler des abus sexuels, même si on sent qu'il y a beaucoup de peur jusqu'à aujourd'hui, mais on sent qu'il commence à avoir un petit dialogue qui se fait.
Merci beaucoup. Je peux ajouter? Oui. Mhm. On va aller à l'italien. Français? On va aller à l'italien. On va aller à l'italien, on a dit. On va aller à l'italien et ensuite au portugais. Merci. Italien, qui lève la main? Personne? Italien? Esther? Oui. Nous avons dit that, nous avons dit que parfois un abus, c'est laisser les jeunes dans un état d'infantilisme. Ce n'est pas grandir ou une sorte d'hyperprotectionnisme de la part des formateurs, des supérieurs. Et ensuite, on voit que la personne, au lieu de se développer, euh, fait le contraire. C'est ce qu'on a parlé dans notre groupe. Une novice qu'on a renvoyée chez elle, ben, justement à cause de cela. Merci. Portugais, nous avons quelqu'un, un portugais. Je peux parler? Rogério, mais je suis au Brésil. Et je vous demande de prier aussi pour la situation qu'on vit au Brésil d'inondation à ce moment-ci. Nous avons parlé sur plusieurs sujets, mais surtout l'infantilisation, on a souligné cela, qu'on ne doit pas cultiver cela. Ensuite, quelques préoccupations ou questions. Il ne faut pas généraliser parce qu'avant, rien n'était un abus. Maintenant, on peut aller à l'extrême contraire, que tout est un abus. Donc, comment trouver le juste équilibre? Aussi, les processus d'adaptation de jeunes en formation qui viennent de différents pays, cultures, et qu'il faut donner un temps d'adaptation. Cela est un défi. Et ici, au Brésil, par exemple, il y a un séminaire où aucun des jeunes est brésilien. Aussi, le manque de vocation dans le congrégation ne doit pas nous faire avoir peur. Les langages employés dans notre temps, quel langage offrir et comment présenter le charisme aux nouvelles vocations qui viennent des mouvements de spiritualité. Comment ne pas tomber dans l'abus, mais le faire entrer dans notre charisme. Dans notre groupe, on était 6 personnes. Comme toujours, très, très riche. Mesdames, moi je dirais, si tu peux dire quelque chose sur un mot qui est revenu beaucoup, qui est l'infantilisation, Mhm. Bien sûr. avant de faire un autre tour. Dans le chat, on a fait une proposition d'avoir une semaine sur ces sujets, puisque vous voyez qu'il y a
beaucoup de questions. Donc, Brenda, si tu peux nous parler sur l'infantilisation. Merci. Merci, Titiana. Ce mot, moi aussi, ça m'a beaucoup touché dans ce qui a été partagé. Je vais partager quelques expériences. Moi, j'étais avec un père espagnol pour un programme de formation intercongrégation. Il y avait des sœurs qui venaient aussi. Une sœur, elle a dit, j'aime mes filles et ma fille même. Ensuite, j'ai dit à un jeune, si tu m'entends dire la même chose, s'il te plaît, dis-le-moi et fais-moi un chiffre. Parce que, de mon point de vue, c'était un peu une manipulation. Parce qu'elle parlait de ses filles, ses jeunes filles. Une fois, j'ai parlé avec mon prédécesseur, on est allé au marché pour acheter des choses et, et les novices euh, a demandé de faire un meilleur prix. Mm. Et ensuite, je lui ai dit qu'il savait gérer les choses, alors il a acheté un vélo. Mm. On voit qu'ils sont des adultes qui savent se comporter et nous, souvent, on pense qu'ils sont des enfants. Je sais que ce n'est pas simple. Je voulais dire quelque chose sur ce que Père Rogerio a dit. Et nous devons être très conscients que c'est la formation, que ce n'est pas tout à fait libre. Un Écossais, un psychologue écossais disait que l'interdépendance est d'accepter les rôles différents et qu'on a des autorités différentes et le respecter et, euh, et ça doit être clair. Merci, Brenda. Je voulais souligner un autre aspect. Vous savez que je suis canoniste. Il y a quelqu'un qui a parlé des protocoles dans les maisons religieuses de formation. Et c'est intéressant. Il faut commencer et partir des protocoles des instituts sur lesquels on est en train de travailler, justement parce qu'il est nécessaire d'établir une culture de protection dans tout l'institut, parce que c'est à partir de cela qu'on aura des conséquences dans les maisons de formation. Donc, travailler sur ce il faut travailler sur ce point-ci à partir d'un protocole de toute la congrégation. Travailler aussi sur le point que Rogerio disait aujourd'hui, maintenant, on dirait que tout est un abus aussi. Il faut être attentif à distinguer les différentes situations. Parfois, il y a des situations où une supérieure demande une obéissance à une sœur, elle n'aime pas cette obéissance et elle invoque l'abus de pouvoir. Donc, il y a toute une réflexion profonde à faire sur la relation entre le vœu d'obéissance, qui est une valeur et qui implique un chemin humain, spirituel, et la distinction avec l'abus. Et il y a aussi tout ce que les constitutions nous recommandent sur notre manière de vivre l'obéissance.
Donc, c'est tout un chemin. Il y a la Pontifice Commission qui est en train de travailler sur le protocole et offrir des pistes, mais sûrement les maisons de formation ont besoin d'une attention particulière. Brenda, moi je voulais te demander aussi, il y avait une demande de, de sources pour l'accompagnement. Si tu peux nous offrir quelque chose. Aussi, une autre question, comment travailler avec les novices qui arrivent des régions de conflit? Si tu veux dire quelque chose, on n'a pas beaucoup de temps. Et il y a quelques références et toute la et c'est différent d'avoir une capacité d'accompagnement. Pour les formateurs, il n'est pas bon d'accompagner en thérapie aux personnes en formation parce que ça doit être fait à part. Et l'accompagnement est nécessaire et ça c'est obligatoire. Si quelqu'un n'est pas ouvert dans la formation, c'est un signe de manque de vocation. Mais il faut garder un équilibre entre avoir une attitude amicale et ne pas être des amis. Créer un espace de confiance pour partager ce qui est important pour les jeunes en formation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses écrites sur cela. Les, les régions de conflit, cela a été mentionné. Je peux dire quelque chose, mais je n'ai pas eu cette expérience ou à voir avec des situations comme ça. Mais je peux dire mon point de vue. Il y a une distinction entre donner la possibilité à tout le monde, donc de dire que la thérapie est disponible et en même temps, l'accompagnement doit être toujours présent. Aussi, il faut observer s'il n'y a pas la liberté nécessaire pour commencer un processus de formation. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui pose une question sur, qui dit si les novices peuvent être considérés des adultes vulnérables. Vous savez que la notion des personnes vulnérables, du point de vue canonique, est très problématique parce que nous n'avons pas la possibilité d'identifier de manière concrète et pertinente la situation de vulnérabilité. Moi, je dirais qu'il faut éviter les catégories, les généralisations de personnes vulnérables. Je me souviens, la première fois que cette expression a été employée dans la Voxestis Lucis Mundi de Pape François, les journaux disaient que les séminaristes et sœurs étaient considérés des adultes vulnérables. Il faut être attentif à ne pas généraliser, mais on peut dire que sûrement dans la relation des formateurs et supérieurs et que avec les novices, ils peuvent se trouver dans une situation de vulnérabilité. Ensuite, dire qu'il y a un abus, il faut avoir des preuves. Ce n'est pas qu'on est vulnérable par défaut. On peut se trouver dans des situations de vulnérabilité. On a 4 minutes. Je ne sais pas
s'il y a d'autres questions. Si on peut avoir d'autres informations sur les droits canons, oui, oui, évidemment, pas maintenant, mais et je crois qu'il y avait une question aussi sur comment traiter le fait d'être en face d'une situation d'abus. Bon, sûrement, dans la formation, il est essentiel de traiter ces sujets comme un groupe pour que ce soit considéré dans les groupes, à traiter avec les groupes et en même temps faire attention dans les rencontres personnelles s'il y a des signaux, etc. Voir jusqu'à quel point c'est le formateur même qui peut entrer dans ce sujet ou bien il peut demander l'aide des experts. Je parle d'abus que la personne a pu subir avant d'entrer ou bien à l'intérieur de la congrégation. Et comment faire face à tout cela? On revient à l'importance d'avoir des orientations, des directions dans les congrégations pour traiter les cas et les signaler dans les instances pour cela. Est-ce qu'il y a quelques questions? Je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt. Avant de finir, je voudrais vous rappeler que comme commission, nous avons une attention particulière sur les délégués ou liens, ou ça dépend des congrégations, donc les délégués des protections et sauvegardes. Et nous avons programmé pour l'automne d'avoir un autre webinaire pour ces personnes qui ont été peut-être échangées comme responsables ou renouvelées. Je vois la main de Youssef Paye. Tu veux parler? On entend, le micro est fermé. Oui, je voudrais savoir s'il y aura un autre webinaire pour pouvoir dialoguer, continuer les dialogues, parce on n'est pas entré dans les détails ou les difficultés qu'on a dans nos maisons de formation. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui, oui, très clair. Oui, ce sera de l'aide. Donc, vous pouvez dire aussi ceci dans la feuille d'évaluation qu'on va vous envoyer, même les domaines d'intérêt que vous avez, de sorte que nous puissions nous préparer. Ilenia, est-ce que tu as quelque chose d'urgent? On n'entend pas le micro. Une chose qu'on dise, une chose qu'on disait dans notre groupe, c'est que ce sujet est, euh, n'est pas seulement la question d'abus de pouvoir, mais aussi comment il est important et qu'il ne faut pas limiter à la prévention, mais qu'il faut aider la personne à grandir et ne pas nous limiter à des règles sur que faire, ne va faire, mais penser à la formation intégrale
des jeunes en formation. Oui, tout à fait d'accord. Bien. Donc, merci tout le monde. Émilie, je ne sais pas si tu veux dire. Non, rien de spécial. Merci à tout le monde pour la participation et on va voir la manière de donner une continuité à cette rencontre qui a été brève pour un sujet aussi important que ça. Nous prenons note de tout ce qui a été dit et nous verrons comment faire la suite. Merci et au revoir. Et on va vous